Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je me nomme Caroline Roy et je suis une étudiante au baccalauréat en psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Je fais présentement de l'assistanat de recherche sous la supervision du docteur Sébastien Normand, qui est professeur et chercheur à l'UQO et qui est aussi directeur du programme de recherche interdisciplinaire en santé mentale, communément appelé le PRISM, à l'UQO également. J'aurai l'honneur aujourd'hui de vous faire une présentation qui s'intitule Comment aider mon enfant avec TDAH à développer des amitiés positives, une évaluation du programme Parental Friendship Coaching. Débutons avec une brève introduction afin de mieux comprendre le TDAH et le piège des relations d'amitié difficiles. D'abord, c'est important de comprendre que les enfants qui vivent avec un TDAH ont 4 fois plus de risques d'être rejetés par les pairs. En ce sens, on peut voir que le TDAH est un facteur de risque pour le rejet par les pairs. Ainsi, 52 des enfants avec TDAH vont être rejetés par leur père. Ici, on doit vraiment voir que l'important n'est pas le chiffre, mais plutôt le rapport, donc 4 fois plus de rejets chez les enfants qui vivent avec un TDAH. On sait également qu'entre 50 à 70 des enfants avec TDAH ont des difficultés sociales au sens plus large. Les études observationnelles ont permis de démontrer certains prédicteurs du rejet social chez ces enfants, notamment le fait de ne pas suivre les règles des activités, de se plaindre fréquemment, de taquiner les autres, de ne pas être attentif aux autres ou d'être désobéissant. À travers le temps, les études ont également démontré que les difficultés sociales persistent de manière plutôt typique. En ce sens, les enfants avec TDAH ont un plus grand risque de développer d'autres problématiques connexes, telles que la délinquance, la dépression, les échecs scolaires, l'abus de substances, l'anxiété ou même les troubles alimentaires. On remarque également que lorsque les enfants avec TDAH sont également rejetés par leur père, ces risques vont augmenter. Mais je vous vois en ce moment, vous vous demandez probablement, mais pourquoi? En fait, on ne sait pas trop pourquoi pour le moment. Mais ce qu'on peut spéculer, pardonnez-moi, c'est que lorsque les enfants se font rejeter, ils ont moins d'opportunités sociales. Donc, ils n'ont pas les mêmes bénéfices que les autres enfants, les mêmes avantages de développer des habiletés sociales. Et donc, puisqu'ils n'ont pas les mêmes opportunités sociales, ils ne peuvent pas se pratiquer. Ce manque de pratique, en plus du fait que nous sommes tous des êtres sociaux, va amener les jeunes avec TDAH à s'associer avec d'autres jeunes qui ont des difficultés. C'est ce qu'on nomme l'affiliation à des pairs déviants, qui peut amener d'autres problématiques connexes, comme je vous ai mentionné il y a quelques instants, dont la délinquance, la dépression, etc. Ensuite, on se demande, le TDAH, est-ce un risque pour l'amitié des enfants et des adolescents? On sait que les enfants qui vivent avec un TDAH peuvent avoir des symptômes du déficit de l'attention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Les recherches ont également démontré que les enfants qui vivent avec un TDAH ont un biais positif envers eux-mêmes. Cela signifie que lorsqu'on demande à un enfant qui vit avec un TDAH la quantité des relations d'amitié qu'il peut avoir, l'enfant va en mentionner davantage que les autres enfants autour de lui. Donc, on peut voir que l'enfant avec TDAH va avoir tendance à surestimer ses forces et à sous-estimer ses difficultés. Par contre, lorsqu'on demande aux parents, aux enseignants et aux pères dans le groupe qui est ciblé, on voit que les relations d'amitié ne sont pas les mêmes à ce moment-là. Donc, le message qu'on doit retenir en général ici, c'est que les gens qui vivent avec un TDAH, en moyenne, ne seraient pas des bons informateurs pour répondre à leurs questions sur la quantité, mais aussi sur la qualité des amitiés qu'ils développent. Donc, on peut voir qu'il est très, très, très important de bonifier notre information, puis de cibler d'autres environnements, d'autres personnes dans l'environnement pour mieux comprendre les biais potentiels qui est le biais positif. Également, au niveau des caractéristiques des amitiés, telles que mentionnées précédemment, les enfants avec TDAH vont avoir tendance à se lier à d'autres enfants qui présentent les mêmes difficultés qu'eux-mêmes. Pour ce qui est de la qualité de l'amitié, c'est important de mentionner que les relations d'amitié parmi les enfants avec TDAH
vont varier. Donc, ce n'est pas tous les enfants qui ont un TDAH qui vont systématiquement vivre des difficultés dans leur relation d'amitié. Il est important également de se concentrer non seulement sur l'identité de l'ami, mais aussi sur la qualité de l'amitié. Donc, une bonne amitié qui démontre une qualité positive l'enfant va vivre certaines situations d'intimité, de soutien, puis il va avoir tendance à développer des habiletés de résolution de problèmes. On peut voir que chez les enfants qui présentent un trouble d'opposition, ce qui est présent dans environ 40 à 80 des enfants avec TDAH, le trouble d'opposition, en fait, est l'ensemble des comportements et des problèmes de comportement qui seraient caractérisés par une tendance à avoir beaucoup de difficultés à gérer toutes les émotions négatives que l'enfant peut ressentir, telles que la colère, la frustration, l'irritabilité qui va devenir plus rapide dans des situations difficiles. Également, un enfant qui vit avec un trouble d'opposition va avoir tendance à argumenter ou à s'opposer dans des situations difficiles. Il peut aussi vouloir se venger lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Donc, les enfants qui ont un TDAH et un trouble d'opposition ont tendance à avoir des relations d'amitié, avec une intimité qui va être beaucoup plus négative, donc de faible qualité. Donc, on parle alors de moins d'intimité, comme je vous le mentionnais, et plus de conflits. Lorsque je mentionnais tout à l'heure que les caractéristiques des amitiés vont compter, donc c'est important non seulement de considérer la qualité de l'amitié, mais aussi les caractéristiques des amis. Comme dans toute relation dyadique où deux personnes entrent en relation, la relation va être co-construite et mutuelle. Donc, les symptômes de TDAH puis les autres difficultés de comportement vont amener davantage de difficultés dans la qualité de l'amitié au-delà du TDAH de l'ami. Donc, c'est un autre facteur de risque qu'on doit considérer. On voit également que l'évolution de la qualité de l'amitié au fil du temps demeure plutôt stable. Donc, les enfants qui ont un TDAH ont tendance à avoir une qualité d'amitié moindre par rapport à ceux qui n'en ont pas. Mais pourquoi les enfants avec TDAH ont des difficultés sociales? Selon le modèle du déficit de l'enfant, on pourrait penser que parce que les enfants ont des symptômes d'inattention, d'hyperactivité, ils ont des comportements qui viennent diminuer leur lien d'amitié. Et donc, techniquement, on pourrait penser qu'en réduisant les symptômes, par exemple par l'entremise de la médication, les relations sociales vont s'améliorer. Mais ce qu'on réalise avec le temps, on sait que d'un autre côté, les enfants avec TDAH ont moins d'opportunités de pratiquer leurs habiletés sociales. Donc, on pourrait supposer qu'en diminuant les symptômes de TDAH, par exemple avec la médication, et en augmentant les opportunités sociales et donc par le fait même potentiellement les habiletés sociales, on pourrait avoir un effet potentiel au niveau du rejet, puis augmenter la qualité de l'amitié. Donc, ce qu'on doit se rappeler ici, c'est que non. On doit travailler au niveau des symptômes et des déficits d'habileté sociale. On pourrait avoir tendance à avoir plus de résultats sociaux. Il faut également mentionner que l'amitié est un facteur de protection. Donc, même chez les enfants qui sont rejetés par leur père, mais qui ont au moins un bon ami, donc un ami avec qui il y a une qualité de l'amitié, ils arrivent à mieux s'adapter que les enfants qui n'en ont pas. Donc, on pourrait croire qu'au lieu de vouloir améliorer l'acceptation sociale, parce que comme on le voyait précédemment dans cette image, les enfants avec TDAH qui vivent du rejet social ont plus de difficultés à généraliser leurs acquis. Donc, dans un processus thérapeutique, par exemple, entre un psychologue et l'enfant qui vit avec un TDAH, l'enfant va probablement émettre les bons comportements lorsqu'il sera avec le psychologue. Mais il peut avoir plus de difficultés à appliquer ces bons comportements dans les relations d'amitié, par exemple. On sait aussi que les enfants avec TDAH peuvent développer une réputation négative auprès des pairs qui contribuent au rejet social. Donc, on revient ici. C'est pourquoi avoir un bon ami va amener en fait moins d'intimidation, va prédire moins d'intimidation chez les enfants qui ont des difficultés telles que la tristesse ou l'anxiété.
Quand les enfants ont un TDAH et un problème d'opposition, on voit en fait qu'avoir au moins un ami pourrait également diminuer l'intimidation. Passons maintenant au programme Parental Friendship Coaching. Le programme a été développé par Amaury Mikami de l'Université de Colombie-Britannique il y a un peu plus de 10 ans. C'est un programme qui s'adresse aux parents seulement. Oui, oui, seulement aux parents. Les enfants ne se présentent pas aux séances. Donc, lorsqu'on veut changer les comportements de l'enfant, les recherches ont démontré que nous devons non seulement changer les symptômes de l'enfant, mais également l'environnement dans lequel il se trouve pour qu'il puisse généraliser ses acquis. Donc, le programme Parental Friendship Coaching, qui est d'une durée de 15 heures et de 10 sessions de groupe de 90 minutes chacune, amène les parents à discuter entre eux et à développer des habiletés pour coacher leurs enfants dans les habiletés sociales pour leurs relations d'amitié futures. Donc, on croit que si les parents sont présents lors de la sélection et des rencontres de jeu, on pense qu'il y aurait de meilleures chances d'augmenter le succès au niveau de la performance sociale de leurs enfants. Donc, le parent servirait en fait de modérateur puis donnerait du feedback à son enfant de façon supervisée lors des relations d'amitié. Une intervenante, en fait, va entraîner les parents à coacher leurs enfants sur le plan des relations d'amitié, comme je le mentionnais. Puis, aucune composante avec l'enfant et l'intervenant est présente de façon directe. Donc, le programme Parental Friendship Coaching est basé sur une perspective dans laquelle les chercheurs qui l'ont développé pensent que l'effet est plus grand si l'enfant ne va pas voir l'intervenant de manière individuelle, mais que le parent, qui fait partie de l'environnement de l'enfant, s'implique dans le changement. C'est pourquoi le programme Parental Friendship Coaching est basé sur une modification de l'amitié en premier lieu, qui pourrait potentiellement amener une acceptation par les pairs ensuite. Donc, on se rappelle, on veut, dans le programme Parental Friendship Coaching, amener le parent, qui est coaché par l'intervenante, à supporter son enfant dans une relation d'amitié pour qu'il développe une qualité d'amitié positive. Le programme Parental Friendship Coaching a été en fait développé et l'intersection entre les deux programmes que vous pouvez voir ici, donc le Defiant Children et le Children's Friendship Training. Toutefois, le manuel de traitement de PFC sera publié en 2022. Il est présentement en rédaction. Donc, le programme de PFC se base selon une pyramide qui comprend 3 principales étapes. D'abord, on veut augmenter la réceptivité de l'enfant à recevoir des conseils. Ensuite, on veut enseigner des habiletés sociales aux enfants. Et finalement, créer des opportunités sociales pour les enfants. Donc, d'abord, augmenter la réceptivité de l'enfant à recevoir des conseils. À ce moment, dans PFC, on va travailler à solidifier la relation parent-enfant. Parce qu'on le sait, on veut coacher les parents pour qu'ils puissent supporter leur enfant dans le développement des habiletés sociales. Donc, vous, les parents, tout passe par la solidification du lien avec votre enfant. Si la relation est plus conflictuelle, les recherches de PFC ont démontré que les parents ne pourront pas passer aux prochaines étapes. Donc, le premier point de solidification de la relation est vraiment essentiel pour augmenter la réceptivité de l'enfant aux conseils du parent lors des pratiques de jeu. Par la suite, l'intervenante dans PFC va enseigner aux parents des habiletés sociales. Après, ce sera aux parents d'enseigner ces mêmes habiletés à leurs enfants au point de performance, donc dans une vraie rencontre de jeu à la maison. Finalement, en créant des opportunités sociales pour les enfants, on veut améliorer la qualité de l'amitié s'il y en a déjà une. Puis s'il y a peu ou aucune amitié, on veut que le parent permette le changement, donc favorise les relations d'amitié de son enfant pour augmenter la qualité de celle-ci. Donc d'abord, lorsqu'on veut augmenter la réceptivité de l'enfant à recevoir des conseils, l'intervenante va amener les parents à observer les comportements d'amitié communs chez les enfants avec TDAH.
Donc, elle va amener les parents à réaliser quel type de comportements peuvent entraîner des difficultés dans les relations d'amitié de leurs enfants. Ensuite, elle va amener les parents, selon le modèle ABC, à prévenir au lieu de guérir. Donc, le modèle de PFC se base sur une approche dans laquelle le B représente le behavior, donc le comportement. Le A représente l'antécédent au comportement et le C, la conséquence du comportement. Et dans le modèle de PFC, on veut mettre l'accent sur les antécédents, donc ce qui vient avant le comportement problématique. Donc, on veut avoir un style de parenting qui est plus positif, préventif que réactif et coercitif. Donc, on va à ce moment-là montrer aux parents l'importance du moment spécial qu'ils peuvent avoir à leur enfant. On va également travailler des techniques d'écoute active du parent envers l'enfant pour qu'il puisse bien identifier les émotions de son enfant. Par la suite, on va enseigner des habiletés sociales aux enfants pour favoriser la généralisation des acquis. Donc, on va enseigner aux parents, notamment, de féliciter efficacement les comportements d'amitié. Donc, lorsque leur enfant va se retrouver dans une partie de jeu, un playdate, les parents vont avoir le rôle de justement donner des commentaires positifs et constructifs à leur enfant. Par exemple, lorsque l'enfant émet un bon comportement d'amitié, le parent pourrait lui dire « J'aime comment tu as accepté de partager tes jouets avec Julie ». Également, l'intervenante va enseigner aux parents à corriger efficacement les comportements d'amitié. Par exemple, un parent à ce moment-là pourrait dire si tu ne veux pas continuer de jouer à ce jeu, il faut demander à ton ami s'il accepte de jouer à autre chose. Par la suite, on va amener les parents à identifier les qualités qu'ils doivent rechercher chez un ami potentiel. Donc, quel ami pourrait faire ressortir le meilleur de leur enfant? Que faire lorsque l'enfant a un ami qui n'est pas nécessairement positif pour lui? Comment faire si l'enfant n'a pas d'amis? Également, pour pratiquer les comportements à la maison, on va identifier à ce moment-là les attentes pour des bons comportements d'amitié. Donc, quelles habiletés de jeu il faut développer, comment établir la conversation, donc respecter le tour de parole de chacun, comment être un bon hôte. Donc, le parent va enseigner à son enfant comment il peut bien accueillir son ami chez lui, le faire sentir bien, le faire sentir en sécurité, lui donner envie de revenir jouer avec lui. Comment il peut gérer ses émotions lorsqu'il sent quelque chose de difficile, comment il peut en parler à son ami, lui exprimer. Comment il peut être un bon invité lorsqu'il se rend chez son ami. Comment il peut se joindre à un groupe d'amis qui joue déjà. Comment entrer dans ce groupe-là. Donc, le parent va faire des rappels justement au moment des rencontres de jeu directement. Donc, l'intervenante lors du programme PFC va amener le parent à développer les habiletés pour qu'il puisse intervenir directement lors des rencontres de jeu. Ensuite, on veut créer des opportunités sociales pour les enfants. Donc, à ce moment-là, on va demander aux parents de faire du réseautage avec d'autres parents. Pardonnez-moi. Donc, on va amener les parents à créer des liens avec d'autres parents. En sachant que les enfants vont à l'école, se font peut-être rejeter à l'école, on veut que le parent réfléchisse en dehors de ce contexte-là. Peut-être que l'enfant pratique un sport, une activité culturelle dans laquelle il est en contact avec d'autres enfants. Donc, de trouver un ami potentiel à l'enfant. Donc, on cherche des intérêts communs entre l'enfant et l'ami potentiel pour justement bâtir une relation d'amitié avec une certaine qualité. À ce moment-là, le parent devient comme un scientifique qui va créer des opportunités qui pourraient amener des amitiés pour son enfant. Rendons ces étapes un peu plus concrètes avec un exemple. Donc, Benjamin est âgé de 9 ans. Il devient très, très frustré lorsqu'il perd à des jeux.
Il essaie de changer les règles pour qu'il puisse gagner. Donc, ses parents ont arrêté d'organiser des rencontres de jeu avec d'autres enfants parce que personne ne veut venir jouer à la maison et Benjamin ne montre pas un bon esprit d'équipe. Ses parents ont également arrêté les soirées de jeu en famille parce que Benjamin fait des crises de colère et ceci est stressant pour l'ensemble des membres de la famille. Donc, on peut voir qu'ici, le défi dans cet exemple-là, c'est que les opportunités sociales de Benjamin sont limitées à ce moment-là. Donc, elles sont réduites étant donné que les parents ont cessé les jeux avec les amis, mais aussi les jeux en famille. Donc, c'est très commun que les parents choisissent de faire ça, puis il n'y a aucun jugement à travers ça, c'est très correct. Donc, le but ici, on veut trouver une solution, une manière de s'adapter à la situation sans arrêter complètement les périodes de jeu, puis en étant sensible également à la situation du parent, de la famille, mais également de l'enfant. Mais quoi faire? Enseigner des habiletés sociales aux enfants et favoriser la généralisation. Donc, on se rappelle dans notre pyramide PFC. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est de recommencer les soirées de jeu en famille. Pour enseigner les habiletés sociales à Benjamin, on pourrait d'abord parler à Benjamin, avant même la partie de jeu, des qualités d'un bon joueur. On pourrait également l'amener à identifier ses émotions. Donc, Benjamin, lorsque tu joues, de quoi a l'air ton visage? De quoi a l'air ton corps? Qu'est-ce que tu peux te dire à toi-même lorsque tu ressens de la frustration par rapport à la perte que tu subis dans le jeu? Qu'est-ce que tu peux dire aux autres personnes qui jouent avec toi? Donc, on veut vraiment, à ce moment-là, aider l'enfant à identifier ses propres émotions. Ensuite, on veut également, avant le jeu, rappeler à Benjamin pour favoriser la généralisation des acquis. On se rappelle, ça peut être pas toujours facile pour les enfants qui vivent avec un TDAH de généraliser leurs acquis dans d'autres situations. Dans la nouvelle partie, on rappelle à l'enfant quelles sont les qualités d'un bon joueur. Également, si Benjamin commence à avoir de la difficulté pendant la partie de jeu, on peut lui répéter les bonnes aptitudes d'un joueur. On veut dire, par exemple, aux enfants quoi faire, mais non pas leur dire quoi faire. Donc, on veut répéter nos attentes pour favoriser la généralisation des acquis. C'est toutefois très important durant la partie de féliciter Benjamin pour ses comportements de bon joueur. On peut considérer donner une récompense à Benjamin s'il manifeste des bons comportements de jeu. Mais attention, une récompense sociale est mieux qu'une récompense matérielle. Donc, on pourrait favoriser une activité, on pourrait choisir, de favoriser une activité qui va amener une plus grande opportunité pour favoriser la relation parent-enfant. Donc, des petits moments pour Benjamin qui vont l'amener, par exemple, à lui dire si aujourd'hui tu adoptes des bons comportements, des comportements d'un bon joueur durant la partie, on pourra la prochaine fois peut-être faire 2 parties ensemble. C'est important d'enseigner aux parents de rester calmes et positifs, ce qui peut être très difficile pour des parents qui sont à bout de souffle. Un autre aspect que PFC va travailler avec les parents est justement l'épuisement et la santé mentale qui est essentiel dans ce contexte. Surtout en temps de pandémie, c'est un facteur qu'on ne peut pas oublier. Donc, pour créer des opportunités sociales, on pourrait identifier, en fait, PFC va amener les parents à identifier un bon ami potentiel qui pourrait s'entendre avec Benjamin. Donc, l'intervenante va amener le parent à penser aux caractéristiques de l'ami. Donc, il faut que l'enfant qui sera choisi comme ami soit positif envers Benjamin. Par exemple, le parent pourrait discuter avec l'enseignante à savoir qui serait une bonne personne pour se lier d'amitié avec Benjamin. Ou le parent pourrait se rendre à l'école pour faire du bénévolat ou dans d'autres activités pour observer les enfants et cibler potentiellement un bon ami. Il pourrait aussi discuter avec d'autres parents durant les événements pour mieux connaître le système dans lequel son enfant évolue, puis tenter de cibler un ami qui amènera une bonne qualité.
Par la suite, pour créer les opportunités sociales pour les enfants, les parents de l'enfant avec TDAH seront invités à rencontrer les parents de l'ami. Donc, on veut à ce moment-là augmenter les chances que ça fonctionne. Par la suite, Benjamin ici inviterait son ami pour une rencontre de jeu. Donc, le parent, avant la rencontre, va préparer Benjamin par rapport au comportement de jeu souhaité. Il pourrait faire avec lui des jeux de rôle, puis le récompenser à chaque fois qu'il émet les bons comportements. Durant la rencontre de jeu, le parent aura un rôle à jouer très, très, très important, car on se rappelle, le but de PFC est de coacher les parents pour qu'ils puissent enseigner les bonnes habiletés lors de la rencontre de jeu à leur enfant. Donc, durant la rencontre de jeu, le parent va surveiller subtilement les comportements de Benjamin puis va intervenir lorsque nécessaire. Mais attention, il ne va pas simplement surveiller pour surveiller. Il veut réduire les risques qu'une frustration ou la colère ou les émotions négatives prennent le dessus et que la période de jeu devienne trop difficile autant pour Benjamin que son nouvel ami potentiel. Donc, on veut éviter le plus possible les situations négatives, les situations aversives, autant pour Benjamin que son ami, parce qu'on veut que la relation d'amitié s'établisse bien et que l'ami souhaite revenir jouer avec Benjamin. Donc, après la rencontre de jeu, le parent peut parler à Benjamin puis lui donner des félicitations pour les comportements qui ont bien fonctionné. Maintenant, on va faire un bref survol des études qui ont évalué le programme de PFC. Donc, le programme PFC, tel que je l'ai expliqué précédemment, a été créé selon un coaching parental d'amitié. Donc, en fait, le modèle théorique selon lequel se base PFC, on dit que le coaching parental va encourager les parents, donc les parents sont bien coachés, savent quelle habileté ils doivent enseigner à leur enfant, et donc ils vont pouvoir amener leur enfant à démontrer des comportements d'amitié positifs qui vont par le fait même potentiellement augmenter la qualité de l'amitié. Donc, PFC a été conçu selon une réflexion aux obstacles qui étaient rencontrés dans la formation traditionnelle en compétences sociales. Donc, la prémisse principale de PFC est que les parents sont particulièrement bien placés pour donner aux enfants les rappels, pour surveiller les rencontres de jeu, puis pour les aider à développer leur comportement d'amitié positive. Parce qu'on se rappelle précédemment, comme je vous l'ai mentionné, on veut non seulement changer les symptômes, les déficits d'habileté sociale, mais c'est essentiel que les parents qui font partie de l'environnement de l'enfant contribuent à ce changement-là si on veut qu'il soit durable. Donc, PFC a d'abord été conduit dans une étude de pilote en 2010. À ce moment-là, 62 familles d'enfants âgés entre 6 et 10 ans avec un TDAH ont participé au programme. Ils étaient assignés à PFC ou à un groupe contrôle dans lequel les familles ne recevaient aucun traitement. Les résultats de PFC à ce moment-là ont démontré que les parents rapportaient plus de comportements positifs et moins de comportements négatifs d'amitié immédiatement après le programme. Toutefois, dans l'étude pilote, aucune mesure de la qualité de l'amitié a été faite. La récente étude multisite qui a été menée de 2013 à 2018 à Vancouver et à Ottawa et Gatineau a comparé en fait un traitement actif à un traitement. En fait, PFC à ce moment-là a été comparé à un traitement contrôle actif. L'étude a été réalisée par Amaury Mikami, qui est la créatrice du programme de PFC, et Dr Sébastien Normand. Donc, à ce moment-là, les chercheurs se sont demandé comment ils pouvaient améliorer les comportements des parents afin d'améliorer les comportements de l'enfant pour potentiellement améliorer la qualité de l'amitié. Donc, les résultats ont démontré qu'à court terme et à long terme, donc lors du suivi 8 mois plus tard, la qualité du parenting a été améliorée. Donc, les habiletés positives qui ont été enseignées aux parents, notamment dans la solidification de la relation, dans une attitude positive envers l'enfant, positive, constructive, et non punitive ou coercitive, a perduré à travers le temps.
Donc, à la fin du programme, les parents étaient plus en mesure de féliciter leur enfant, de développer une belle relation chaleureuse avec eux, puis de les coacher émotionnellement. Donc, dans l'étude multisite, les participants comprenaient 172 familles d'enfants qui étaient âgés entre 6 et 11 ans, avec un TDAH et des difficultés sociales. Parmi l'échantillon, on retrouve 70 de garçons, 73 de caucasiens, 32 des enfants avaient une comorbidité, donc un TDAH et un trouble de l'opposition. 27 avaient également un trouble dépressif ou de l'anxiété. 58 avaient une médication, prenaient une médication au moment de l'étude et 60 avaient déjà suivi un traitement psychosocial. Donc, la procédure. Donc, les parents, les enseignants, les enfants et l'AMI ont participé à la collecte des données pré-traitement. Donc, tous les informant devaient remplir un questionnaire, puis chaque classe devait remplir également les données sociométriques du nombre d'amis réciproques avant et après le traitement. Également, il y a une tâche observationnelle qui a été réalisée. Donc, lorsque les enfants se retrouvaient pour la rencontre de jeu en laboratoire, les rencontres de jeu ont été filmées, notamment pour évaluer les interactions des enfants dans les tâches de compétition, donc dans les courses d'auto, vous pouvez voir ici, et dans les tâches de coopération, donc dans le partage de jouets. Le groupe d'intervention a duré 10 semaines. Donc, les parents étaient placés aléatoirement dans les groupes d'intervention, donc PSC ou CARE, puis suivaient les 10 semaines dans le même programme. Donc, CARE, qui est le programme Coping with ADHD, Drug Relationship and Education, c'est le traitement qui était donné au groupe contrôle actif. Donc, le but de CARE était en fait que les parents reçoivent du soutien social entre eux, puis qu'ils reçoivent du soutien, mais aussi de l'information sur le TDAH. Donc, le programme était de même durée, tel que mentionné précédemment, puis les mêmes cliniciens que PFC ont donné ce programme. Aucune suggestion, recommandation, prescription ou stratégie n'était offerte aux parents pour aider leur enfant de manière directe à fonctionner mieux socialement. Donc, aucun coaching émotionnel comme c'était le cas dans PFC. La procédure de CARE était la même que PFC, donc les parents, les enseignants, les enfants, l'AMI devaient compléter les mêmes questionnaires après le traitement. On recense 99 de rétention lors de la collecte de données post-traitement, puis 94 de rétention lors de la collecte du suivi 8 mois après le traitement. Donc, en ce qui concerne la qualité positive de l'amitié, les questionnaires ont démontré que tout le monde s'améliore légèrement, donc que ce soit dans PFC que vous pouvez voir en rose foncé ici, ou dans CARE en rose un petit peu plus pâle. Donc, tout le monde s'améliore légèrement, donc c'est potentiellement légèrement significatif. Toutefois, on recense aucune différence selon les conditions de traitement. On remarque qu'au fil de l'intervention, les enfants ont tendance à améliorer leur qualité positive telle que rapportée par les questionnaires des informant. Donc, dans les deux groupes de traitement, c'est présent. Donc ici, initialement, on s'attendait à ce que les enfants ayant reçu le traitement de PFC se démarquent de l'autre groupe, mais les deux conditions ont eu des améliorations significatives. Pour ce qui est des observations, donc encore une fois, la plupart des gens s'améliorent avec le temps en moyenne en termes de tendance à devenir plus positive, significative. Donc, on recense aucune différence significative entre les groupes de traitement. Pour ce qui est de la qualité négative de l'amitié, il n'y a pas de différence significative qui a été démontrée à travers le temps ou dans la condition témoin, donc dans le programme CARE. Au niveau des observations de la qualité négative de l'amitié, aucun changement n'est observé également au fil du temps, bien qu'un petit peu plus proche dans cette direction-ci. Pour ce qui est des modérateurs du traitement, 2 ont été observés. Donc, d'abord, l'intervention psychosociale, la présence en fait d'une intervention psychosociale qui a été réalisée précédemment. Donc, dans tous les cas,
Les parents, les familles qui avaient reçu une intervention psychosociale précédemment, PFC donnait de meilleurs résultats en termes de qualité positive de l'amitié et qualité négative de l'amitié, et ce, dans les deux types de mesures, donc dans le questionnaire et dans l'observation. La comorbidité avec le trouble de l'opposition a également été évaluée. Puis dans ce cas-ci, pardonnez-moi, on remarque en fait ici que la qualité de l'amitié négative s'est améliorée. Pour ce qui est du comportement d'amitié positif au niveau de l'observation, donc la condition PFC, comme on peut voir en rose foncé, est associée à plus de comportements prosocial, donc après le traitement, bien que lors du suivi 8 mois plus tard, les comportements d'amitié positifs ne semblent pas se maintenir. Donc, les effets sont quand même petits dans l'ensemble. Pour ce qui est des comportements d'amitié négatifs, on remarque une tendance générale à la réduction des comportements agressifs par le suivi. Donc, on peut voir que PFC est également meilleur pour réduire les comportements agressifs lors du suivi. Pour les habiletés sociales au niveau de l'évaluation du parent, donc, sur le rapport des parents, les compétences sociales, tous s'améliorent. Pour ce qui est des comportements d'amitié négatifs, sur le rapport des comportements agressifs, donc lors de la dernière rencontre de jeu, tous s'améliorent. Il y aurait donc une plus grande réduction du groupe chez PFC, mais il semble que les soins se rattrapent, donc la différence diminue lors du suivi. Cependant, c'est important de se rappeler que les parents ont reçu le traitement, donc ce n'est pas nécessairement des résultats surprenants. Donc, l'amitié en tant que cible de traitement. Donc, ce que PFC démontre, c'est que l'amitié n'est peut-être pas aussi facile à changer qu'espéré. Donc, il y a des preuves qu'à travers PFC, les comportements d'amitié ont été changés, alors que les comportements ne se traduisent pas nécessairement facilement en qualité d'amitié. Donc, on peut voir que justement, la qualité dépend de l'ami qui remarque le changement de comportement puis la façon dont l'ami va interpréter ce changement-là. Donc, on pense, tel que mentionné, que la réputation négative que l'enfant avait dans son groupe classe, par exemple, pourrait empêcher les changements de comportement d'amitié puis entraîner des changements dans la qualité de l'amitié. Tous ont montré une amélioration. Donc, peut-être que tout le monde s'est amélioré. L'étude de Dr. Normand l'a démontré. Donc, on voit en fait que les parents prennent possiblement mieux les conseils venant de d'autres parents à travers CARE, puis que le soutien social est possiblement un facteur non spécifique important. Également, d'autres études ont démontré une diminution de la qualité de l'amitié des enfants avec TDAH sur une période de 6 mois. En ce qui concerne le traitement personnalisé du TDAH, donc les résultats de la modération sont plutôt intéressants. On peut voir en fait que les parents qui vivent avec des enfants qui sont nouvellement diagnostiqués avec un TDAH auraient besoin de soutien. Puis, les compétences qui sont à acquérir sont plutôt difficiles, donc ils ne sont pas nécessairement prêts. D'un autre côté, on pourrait signifier qu'à travers PFC, les enfants qui ont des problématiques plus graves au niveau des problèmes d'amitié ont besoin de PFC, mais pour qui les problèmes d'amitié sont trop difficiles, une intervention supplémentaire pourrait être menée. Au niveau des implications cliniques puis des directions futures, on peut voir en fait que les recommandations de traitement est peut-être pour PFC peut-être plus indiquées pour les enfants qui ont essayé d'autres interventions psychosociales précédemment, puis que les problèmes des pères continuent d'être vraiment une préoccupation importante, en particulier au niveau des comportements d'amitié négatifs que les parents ont de la difficulté à gérer, qui peuvent être liés notamment aux troubles d'opposition. Pour les enfants qui découvrent le diagnostic ou le traitement, CARE, donc de débuter par CARE pourrait être une approche peut-être plus appropriée.
Donc, en résumé, les traitements actuels du TDAH ne parviennent pas à normaliser les relations de pairs, puisque l'objectif premier est de renverser les réputations négatives auprès du groupe, puisque l'objectif, pardon, de renverser les réputations négatives auprès du groupe de pairs de chaque enfant avec TDAH semble irréalisable. On voit en fait que favoriser le développement de l'amitié réciproque semble une cible d'intervention alternative prometteuse. La littérature actuelle suggère également que les enfants avec TDAH vont éprouver des problèmes d'amitié à différents niveaux. Donc, selon un continuum, certains auront plus de problèmes d'amitié, d'autres un petit peu moins. Donc, le programme Parental Friendship Coaching, donc PFC, entraîne les parents à devenir des coachs de l'amitié. Les résultats actuels suggèrent que l'intervention est prometteuse, en particulier pour les enfants qui sont plus à risque. Si vous souhaitez obtenir différentes ressources dans le but d'avoir davantage d'informations sur les problématiques liées au TDAH, les difficultés qui peuvent être liées au TDAH, je vous invite, avec le code QR, à accéder à différentes ressources. Puis voici quelques livres que vous pouvez noter. Je vous remercie grandement de votre écoute et de votre attention ainsi que de votre participation au congrès. J'aimerais également remercier Dr. Marie-Pierre Vendette pour l'organisation de ce congrès et l'invitation. Si jamais vous avez des questions à propos de ma présentation, vous pouvez contacter notre laboratoire de recherche par téléphone ou par courriel. Merci beaucoup.